le régime égyptien n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une véritable ouverture du pays sur Israël et une véritable normalisation entre les sociétés civiles égyptiennes et israéliennes. Pour une raison très simple, le régime a besoin d'avoir le monopole de la relation avec Israël, qui est une relation stratégique, une relation axée sur les questions de sécurité et de politique étrangère. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Meir Masri, orientaliste. Et Meir, bonjour Boker Tov. Boker Tov, cher Daniel. Merci d'être avec nous ce matin parce qu'on peut dire le Moyen-Orient, le Proche-Orient est en ébullition et on constate que même cet incident qui s'est produit, un incident grave qui a coûté la vie à 3 soldats israéliens samedi matin à la frontière israélo-égyptienne a apparemment à être pris dans un contexte régional parce que finalement on a remarqué, dites-moi si je me trompe, que tant l'État d'Israël que les Égyptiens, marchaient sur des œufs après cet incident grave. C'est vrai parce que on se rend compte quand même que les choses ne vont pas si bien que cela entre Jérusalem et le Caire. On a vu d'abord les autorités égyptiennes qui ont cherché à se défausser dans un premier temps en cherchant à à présenter leurs condoléances. Je fais ici référence au communiqué du ministère égyptien de la Défense, oui, qui a présenté ses condoléances à l'ensemble des familles, aux familles de toutes les victimes, oui, terroristes compris. Et puis, il y a une volonté dès le départ de nier le caractère terroriste de l'attaque et de présenter cela comme que c'était un policier qui poursuivait des trafiquants de drogue tout seul, individuellement, à l'intérieur des frontières de l'État d'Israël et en tirant sur des soldats israéliens et puis en se cachant pendant 5 heures, puis sortir de sa cachette pour chercher de nouveau à tuer encore des soldats israéliens. Eh bien, tout cela a été justifié par les autorités égyptiennes tout au long des dernières heures. Et ça, c'est d'une part. Et puis d'autre part, cher Daniel, il y a un climat de haine et d'antisémitisme entretenu par les autorités égyptiennes, par les médias officiels de l'Égypte. Et nous avons vu les funérailles de ce jeune terroriste et comment ça s'est produit, les marchands dans les rues, dans les marchés qui ont distribué des friandises aux populations pour fêter cet acte héroïque. Donc l'attaque terrorique, alors c'est quoi exactement? Il poursuit des trafiquants de drogue ou il a commis des actes terroristes donc à caractère djihadiste? On ne sait pas exactement. Donc tout ça est très très flou. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une volonté de ne pas assumer ces responsabilités de la part de l'armée égyptienne, alors que personne n'accuse l'État égyptien ou l'armée égyptienne. Je veux dire, si dès le départ, il avait été expliqué que c'est un acte individuel à caractère terroriste et qu'une enquête était en cours, il n'y aurait pas eu de problème. Alors, ce sont des scènes que nous sommes habitués de voir dans la bande de Gaza ou dans certaines villes des territoires autonomes, mais que ce se passe en Égypte, que des marchands distribuent des fruits pour fêter un acte terroriste. C'est assez inédit, j'ai envie de dire. Alors pourquoi, Meir, l'Égypte réagit-elle ainsi dans le cas précis de cet attentat? Alors, il faut savoir que c'est peut-être étonnant parce que il y a eu un changement de régime au Caire et puis depuis 12 ans la frontière a été très calme. Mais si on revient 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, eh bien on verra quand même qu'il y a eu quelques antécédents. Je fais référence, par exemple, en 1985, à l'acte terroriste du soldat Soliman Khater, qui a tiré sur des touristes israéliens, qui a tué 7 Israéliens, dont 4 enfants et 2 femmes. Et il a été emprisonné, mais il a été considéré comme un héros par beaucoup d'Égyptiens, y compris par des partis politiques de gauche, des partis nassériens, des mouvements également islamistes qui ont entretenu son mythe pendant des années. Donc c'est pas très nouveau. Et deuxièmement, il faut savoir que le régime égyptien n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une véritable ouverture du pays sur Israël et une véritable normalisation entre les sociétés civiles égyptiennes et israéliennes. Pour une raison très simple, c'est que le régime a besoin d'avoir le monopole de la relation avec Israël, qui est une relation stratégique, une relation axée sur les questions de sécurité
et de politique étrangère d'une part, et puis d'autre part, le régime égyptien qui est un régime militaire, hein, c'est le régime de 1952, des officiers libres qui ont renversé le roi Farouk, et son seul exploit, si j'ose dire, c'est la guerre de Kippour. C'est la guerre de Kippour, que l'Égypte n'a pourtant pas remportée, Oui. mais par l'effet de surprise, l'Égypte a réussi à provoquer des pertes très importantes dans les rangs de Tsahal, et cela est considéré comme une victoire par la classe politique égyptienne et un exploit pour l'armée égyptienne qui base et construit sa légitimité à l'intérieur de l'Égypte sur cette guerre qui est son seul et unique fait d'armes, si j'ose dire. Mais pourtant, Meir, on avait le sentiment parfois qu'il y avait des conjonctions d'intérêts entre l'Égypte et Israël, en particulier par exemple dans la lutte contre les factions terroristes, Daesh, etc. dans le Sinaï. Et là, dans le cas précis, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu effrité comme ça, ou qui s'est brisé. Est-ce que c'est lié à ce rapprochement dont on parle entre l'Égypte et l'Iran, ces deux pays qui apparemment sont des pays ennemis? Est-ce que ça pourrait être lié? Est-ce qu'aujourd'hui les Égyptiens sont plus prudents envers Israël parce qu'ils veulent se rapprocher de l'Iran? Non, absolument pas. Et il n'y a aucun lien entre les deux. D'abord, on n'en est pas encore là. Deuxièmement, du temps déjà d'Hosni Moubarak, il y a eu des tentatives de la part de l'Égypte pour justement renouer les relations avec l'Iran, avec lesquelles il n'y a pas de relations depuis 1979, depuis que Téhéran a rompu ses relations diplomatiques avec le Caire pour d'abord protester contre le soutien que l'Égypte a apporté au Shah, et d'ailleurs qui a trouvé refuge au Caire, où il est décédé, Shah Pahlavi, et où il est enterré. Pour protester, exactement. D'ailleurs, dans le cimetière de la famille royale égyptienne, l'ancienne famille royale égyptienne, et puis d'autre part, pour protester contre la signature des accords de paix entre l'Égypte et Israël. Donc, il y a là un contentieux qui est là depuis 1979, à l'initiative d'ailleurs des Iraniens. Depuis, il n'y a pas de relation diplomatique entre les deux pays. L'Iran considère l'assassin de l'ancien président Anwar el-Sadat comme un héros. Un boulevard porte toujours son nom. Ses portraits sont affichés dans plusieurs lieux à Téhéran, la capitale iranienne, et les Égyptiens ont des revendications très claires pour que les relations puissent être renouées entre les deux pays. Je ne lis pas les deux problématiques ou les deux thèmes. Il y a là un héritage en Égypte. Il y a un héritage de haine et d'entretien de la haine par le régime en place. Il suffit de lire les journaux égyptiens pour voir. Là, par exemple, nous sommes en train de parler de collaboration, de coopération en matière de lutte contre les trafiquants de drogue. Et d'ailleurs, ce sont des opérations conjointes qui ont été effectuées à la fois par les autorités israéliennes et les autorités égyptiennes. Eh bien, pourtant, dans la presse égyptienne, et cela est entretenu dans le cinéma égyptien, plusieurs feuilletons, des films également ont traiter cette question. Israël est en permanence représenté comme étant la cause et la source de toutes sortes de drogues en Égypte, avec un but qui consisterait à tuer des Égyptiens, à pervertir la jeunesse égyptienne, alors que justement la drogue provient de l'Égypte. La drogue provient essentiellement du Sinaï, et nous sommes en Israël confrontés à ce problème depuis déjà plusieurs décennies. Donc il y a une propagande qui est entretenue par le régime, et il faut aborder cette question de façon claire et frontale. Alors, on a appris hier que parallèlement donc à cette tension entre Israël et l'Égypte, eh bien, l'Égypte était en train de tenter de négocier un accord à long terme, une sorte de Houdna, entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Est-ce que là aussi, on peut dire que la prudence israélienne, elle est liée aussi à cette initiative des Égyptiens visant à essayer d'instaurer donc cette Houdna? Non, parce que honnêtement, on n'y croit pas en Israël à cette Houdna, ce cessez-le-feu.
Le Hamas, d'abord, c'est le Hamas. Le djihad islamique a un rôle très marginal dans la bande de Gaza. C'est le Hamas qui contrôle la bande de Gaza depuis son putsch, depuis son coup de force en 2007 contre la légalité palestinienne. Le Hamas n'est pas totalement libre de ses mouvements. Il est organiquement lié à l'Iran, son bailleur de fonds, son soutien sur le plan régional. Et il n'y a pas de volonté réelle de la part du Hamas. Deuxièmement, un cessez-le-feu de long terme affaiblirait le Hamas sur la scène palestinienne et dans la bande de Gaza par rapport à d'autres groupes plus extrémistes potentiellement. Et puis, enfin, parce que le véritable conflit n'est pas entre le Hamas et Israël, il est entre le Hamas et le Fatah. Le Hamas qui cherche à s'accaparer le pouvoir dans les territoires autonomes, et nous l'avons vu récemment avec les affrontements entre djihadistes et appareils de sécurité palestiniens, ce qui d'ailleurs a justifié l'entrée en jeu d'Israël, que ce soit à Jenin ou plus tard à Shrem, à Naplouse, et zones qui ont été complètement perdues par les appareils de sécurité palestiniens. Il y a là un bras de fer permanent et croissant entre, d'une part, un Hamas conquérant et soutenu par des éléments étrangers, notamment l'Iran, d'une part, et puis d'autre part, une autorité palestinienne vieillissante et de plus en plus précaire qui a du mal à contrôler les régions qui lui sont subordonnées. Il n'y a pas de lien. La volonté d'apaisement de la part d'Israël est due au fait qu'on a envie d'avoir des relations correctes avec l'Égypte, qui est un pays d'abord avec lequel nous avons une très longue frontière, un pays qui joue un rôle important sur la scène régionale, et puis on a quand même payé au prix cher le traité de paix et tous les accords de sécurité qui sont liés à ce traité de paix de Camp David, et nous n'avons pas envie de voir ce statu quo en place depuis des décennies, et bien de le voir affecté de quelque sorte que ce soit. Donc voilà la position israélienne. Mais je ne lis pas cela ni à l'Iran, pour parler entre Égypte et Iran au sujet d'une éventuelle normalisation, ni avec la question du projet de cessez-le-feu permanent avec le Hamas. Eh bien, docteur Miri Masri, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions, de nous avoir éclairé en tout cas sur ce dossier de tension entre Israël et l'Égypte. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, Meir. Bonne journée, merci.